Camille Dubois ne se doutait absolument pas que ce mardi glacial de novembre changerait sa vie à jamais. Elle venait de terminer un appel tendu avec son client Antoine Mercier dans le parking du commissariat, expliquant avec précision comment éviter certaines questions lors de son interrogatoire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en jetant son téléphone dans son sac à main, elle avait accidentellement activé le haut-parleur et composé le dernier numéro, celui du commissaire Mathieu Laurent. De l'autre côté, dans son bureau austère du 2e étage, Mathieu avait décroché par réflexe et reconnu immédiatement cette voix qui le hantait depuis leur dernière confrontation au tribunal. Cette voix de velours et d'acier qui défendait l'indéfendable avec une passion qui le rendait fou. Il avait écouté, immobile, le sang bouillonnant dans ses veines, tandis qu'elle conseillait à Mercier d'omettre certains détails sur la réunion du jeudi précédent. « Obstruction à la justice », articula-t-il silencieusement en serrant le poing. Il avait tout enregistré. 15 minutes plus tard, Camille franchit les portes vitrées du commissariat avec l'assurance d'une femme qui connaît sa valeur. Tailleur noir, Armani, impeccable, talons aiguilles de 12 cm, cheveux châtains ondulés tombant sur ses épaules, sac Hermès au creux du coude. À 28 ans, elle était l'une des avocates criminalistes les plus prometteuses de Lyon, et elle le savait. Chaque regard se tournait sur son passage. Elle aimait ce pouvoir silencieux. Maître Dubois, la voix grave la figea net. Elle tourna la tête et croisa les yeux couleur miel de Mathieu Laurent. « Mon bureau, maintenant ». Le ton était glacial, professionnel, mais quelque chose dans son regard la fit frissonner. Pas de peur, quelque chose d'autre qu'elle refusait de nommer. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en le suivant dans le couloir étroit, consciente de chaque regard des policiers qui se retournaient sur eux. Il ne répondit pas, se contentant de pousser la porte de son bureau et de la refermer derrière elle avec un claquement sec. L'espace était spartiate, des dossiers empilés sur le bureau métallique, une odeur de café froid et de paperasse. Il croisa les bras sur son torse large, la chemise bleu marine tendant légèrement sur ses épaules. « Vous avez conscience de ce que vous venez de faire ?» Sa voix était contrôlée, trop contrôlée. Camille fronça les sourcils, le cœur commençant à battre plus vite sans qu'elle comprenne pourquoi. « De quoi parlez-vous ?» Il sortit son téléphone, appuya sur lecture. Sa propre voix emplit la pièce, claire, nette, incriminante. « Concentrez-vous sur la version des faits qui nous arrange. Ne mentionnez surtout pas la rencontre de jeudi. » Les joues de Camille perdirent toute couleur. Son estomac se retourna violemment. « Non, mon Dieu, non. C'est sorti de son contexte, balbutia-t-elle, les mains tremblantes. Je n'étais pas en train de... Économisez votre salive, coupa Mathieu d'une voix tranchante comme une lame. Il s'avança vers elle, réduisant la distance. J'ai assez de preuves pour ouvrir une procédure disciplinaire au barreau. Votre carrière pourrait se terminer avant même d'avoir vraiment commencé. Vous ne comprenez rien à la stratégie de défense? Explosa Camille, sentant la rage remplacer la peur. Je protégeais mon client d'un interrogatoire abusif. Vous protégiez un mensonge, rectifia Mathieu en frappant du plat de la main sur le bureau, faisant sursauter Camille. La tension entre eux crépitait comme de l'électricité statique. Ils se dévisageaient, à moins d'1 mètre l'un de l'autre, la respiration lourde. Camille voyait la colère dans ses yeux de miel, mais aussi autre chose. Une intensité qui la troublait profondément. « Qu'est-ce que je dois faire pour que vous ne me dénonciez pas ?» demanda-t-elle finalement, détestant la vulnérabilité dans sa propre voix. Mathieu l'étudia longuement, trop longuement. « Vous allez m'aider. J'ai une enquête sur un réseau de blanchiment d'argent qui nécessite une expertise juridique interne. Vous travaillez avec moi, gratuitement, pendant 2 mois, et j'oublie cet incident. » Le sang de Camille se glaça. Travailler avec la police, du côté de l'accusation, elle serait grillée dans le milieu. Aucun client ne lui ferait plus confiance. 2 mois à faire quoi exactement? Analyser des documents financiers, identifier les failles légales que les criminels exploitent, m'aider à construire des dossiers solides. Il fit une pause, les yeux brillants d'un éclat provocateur. Et avant que vous ne demandiez « Non, vous ne défendrez personne dans ces affaires. Vous travaillerez pour la justice, pas contre elle. » La provocation brûla comme de l'acide. Camille serra les poings,
les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle pensait à son père, qu'il avait élevé seul après la mort de sa mère, qui avait fondé ce cabinet d'avocats en croyant en elle. Elle pensait à Thomas, cet enfoiré qui avait volé ses informations confidentielles pour gagner une promotion. Elle avait juré de ne plus jamais faire confiance à personne dans ce métier. Et maintenant, ce commissaire arrogant voulait la forcer à trahir tous ceux en quoi elle croyait. 2 mois, répéta-t-elle, incrédule. Et après, on oublie que ça s'est passé. Vous retournez à votre vie d'avocate sans casier, et moi je continue mon travail. Leurs regards restèrent verrouillés. Camille aurait voulu lui jeter son sac à la figure, lui crier qu'il était un salaud manipulateur, mais elle était coincée, et il le savait. « D'accord, cracha-t-elle. 2 mois. Mais ne vous attendez pas à ce que je sois contente de cette situation. Je ne m'attends à rien d'autre, répondit Mathieu avec un demi-sourire qui la fit frissonner malgré elle. Soyez ici demain matin, 9 heures. Et maître Dubois? Elle se retourna à la porte, la main sur la poignée. Préparez-vous à travailler dur, ce n'est pas un cabinet d'avocats ici. Camille sortit sans répondre, la mâchoire serrée, le cœur battant à tout rompre. Dans l'ascenseur, elle s'appuya contre la paroi froide, fermant les yeux. Qu'est-ce qu'elle venait d'accepter? Et pourquoi, malgré la colère qui bouillonnait en elle, une partie d'elle était-elle troublée par la façon dont Mathieu Laurent l'avait regardée? Les premières semaines furent un enfer. Camille arrivait chaque matin au commissariat avec l'envie de démissionner, de tout envoyer promener. Mathieu était impossible, exigeant, perfectionniste. Il vérifiait chaque analyse qu'elle faisait, chaque conclusion juridique. Leurs réunions se terminaient systématiquement en affrontements verbaux. Le commissaire tout-puissant n'a jamais enfreint une seule règle de sa vie, provoquait-elle les bras croisés. L'avocate sans scrupules n'a jamais pensé que certains clients méritent la prison, rétorquait-il, le regard dur. Mais il y avait ces moments où leurs mains se frôlaient en attrapant le même dossier. Ces moments où il se penchait par-dessus son épaule pour pointer quelque chose sur l'écran, et elle sentait son parfum boisé qui envahissait ses sens. Ces moments où leurs regards se croisaient une seconde de trop, et où quelque chose de chaud et de dangereux passait entre eux. Un après-midi, alors qu'elle était penchée sur le bureau de Mathieu pour lui montrer une transaction suspecte, ses cheveux effleurèrent son visage. Il se figea complètement. L'odeur d'ambre et de vanille le submergea. Il dut faire un effort surhumain pour se concentrer sur les chiffres et non sur la courbe de son cou à quelques centimètres de ses lèvres. Camille sentit son regard brûler sa peau. Elle se redressa brusquement, le cœur affolé. Leurs yeux se rencontrèrent. 1 seconde, 2, 3, trop long. Elle détourna le regard la première. « Ça prouve que la transaction a été falsifiée », dit-elle d'une voix qu'elle voulait professionnelle, mais qui sortit trop rauque. Mathieu acquiesça sans lui faire confiance à sa propre voix. C'était inacceptable. Il ne devait pas être attiré par la femme qu'il était en train de faire chanter. C'était contraire à tout ce en quoi il croyait. Le tournant arriva lorsque l'enquête prit une ampleur nationale. Le procureur exigea que Mathieu se rende à Marseille pour 1 semaine afin de coordonner avec la brigade locale. Et il voulait que Camille l'accompagne. Elle était devenue indispensable à l'analyse juridique. 1 semaine, 7 jours, 168 heures, avec le commissaire le plus irritant de France. Camille faillit refuser, mais le procureur ne lui laissa pas le choix. Dans l'avion pour Marseille, ils s'assirent côte à côte en silence. Camille lisait un dossier ou faisait semblant. Mathieu répondait à des emails sur son téléphone. Mais chacun était douloureusement conscient de la proximité de l'autre, de la chaleur qui émanait de leur corps, du bras de Mathieu contre le sien sur l'accoudoir. Quand l'avion traversa une zone de turbulence, Camille agrippa instinctivement l'accoudoir. Sa main atterrit sur celle de Mathieu. Un choc électrique les traversa tous les deux. « Désolé », murmura-t-elle en retirant sa main comme si elle s'était brûlée. « Pas de problème », répondit-il, la voix étrangement tendue. Mais ses doigts picotaient encore, là où elle l'avait touché. À Marseille, ils partageaient un bureau improvisé au commissariat local. 2 bureaux face à face, trop proches, trop intimes. Le premier moment de fissure arriva le 3e soir.
Après 14 heures de travail acharné, Mathieu insista pour l'emmener dans une pizzeria familiale près de leur hôtel. Camille, épuisée, accepta. Le propriétaire reconnut Mathieu immédiatement et le serra dans ses bras avec effusion. « Mathieu, ça fait longtemps. Comment va Lucas ?» Camille vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un sourire authentique éclairait le visage de Mathieu. Plus tard, elle apprit qu'il était le parrain du fils du propriétaire, qu'il avait aidé la famille quand l'homme avait été injustement arrêté des années plus tôt. Le commissaire impitoyable avec un cœur, plaisanta-t-elle sur le chemin du retour. Seulement quand la personne est vraiment innocente, répondit-il sérieusement, mais il y avait une douceur nouvelle dans sa voix. Le deuxième moment arriva quand Camille reçut un appel de son père pendant la journée. Mathieu la vit pâlir, puis sortir précipitamment. Il la trouva dans les toilettes pour femmes, essuyant des larmes. Son père faisait un début d'infarctus. Entre deux sanglots, elle lui confia que c'était sa seule famille, que perdre son père était sa plus grande terreur. Sans réfléchir, Mathieu la prit dans ses bras. « Ça va aller, murmura-t-il contre ses cheveux. Je peux faire venir un ami médecin à l'hôpital maintenant. » Camille se laissa aller contre ce torse large, se sentant protégée pour la première fois depuis des années. Le troisième moment fut quand Mathieu eut une crise de migraine sévère, séquelle d'une blessure par balle subie 5 ans plus tôt. Camille le trouva dans la pénombre du bureau, pressant ses tempes. Sans un mot, elle chercha de l'eau, des médicaments, improvisa des compresses froides. Elle s'assit à côté de lui, sur le canapé, parlant doucement de choses insignifiantes pour le distraire. « Merci d'être resté », murmura Mathieu, vulnérable. « Où d'autre je serais ?» répondit Camille, et elle réalisait qu'elle était sincère. L'escalade romantique fut inévitable. Le premier contact significatif arriva quand Camille trébucha sur une boîte d'archives. Mathieu la rattrapa par la taille, la plaquant contre lui pour l'empêcher de tomber. Ils se figèrent, à quelques centimètres l'un de l'autre, sentant la respiration de l'autre. Le premier baiser fut dévastateur. Pendant une dispute enflammée sur l'éthique légale, Mathieu attrapa le visage de Camille et la fit taire avec un baiser urgent, affamé, chargé de semaines de tension. Elle répondit avec une égale intensité, ses mains s'enroulant dans ses cheveux, des années de frustration explosant en quelques secondes. Quand ils se séparèrent, tous deux haletants, Mathieu grogna « C'était une erreur » et sortit. Camille resta là, tremblante, touchant ses lèvres gonflées. Mais ils ne purent rester éloignés. Dans les semaines qui suivirent à Lyon, les rencontres professionnelles se terminaient en baisers volés, en mains avides, en nuits entières ensemble, où ils exploraient chaque centimètre l'un de l'autre. Mathieu était intense et dominateur, Camille provocatrice et passionnée. C'était addictif et terrifiant. Jusqu'à cette nuit où, après avoir fait l'amour, Mathieu chuchota « Je crois que je tombe amoureux de toi ». Camille se figea, paniqua. « On ne peut pas, ce ne peut pas être réel. C'est juste la tension du dossier. » Le point de rupture arriva quand un collègue de Camille, Julien Marchand, débarqua à son cabinet et vit des documents de l'enquête de Mathieu sur son bureau. « Tu travailles avec la police ?» Son cri résonna dans tout l'open space. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des clients annulèrent leur contrat. Son père, encore convalescent, fut déçu par le secret. Et le pire, l'avocat de la défense d'un des suspects dans le dossier de Mathieu utilisa l'implication de Camille pour plaider la contamination de l'enquête. Le procureur blâma Mathieu publiquement. L'inspection générale ouvrit une procédure contre lui. Dans la dispute dévastatrice qui suivit, Camille hurla « Vous m'avez fait chanter, vous avez détruit ma carrière, et maintenant vous allez faire comme si j'étais la méchante ?» Mathieu, blessé, répondit « Je t'ai donné une chance de faire ce qui était juste, mais tu ne comprendras jamais ce que c'est d'avoir de vrais principes. » Camille le gifla. « Et vous ne comprendrez jamais que le monde n'est pas noir et blanc. Je suis avocate, Mathieu, pas votre version personnelle de la justice. » Mathieu dit froidement « C'est terminé. Je ne veux plus te voir. » Camille sortit en claquant la porte, le cœur brisé en 1000 morceaux. 2 mois s'écoulèrent dans une souffrance sourde. Camille reconstruisait lentement sa réputation, acceptant de petites affaires. Mathieu fut blanchi par l'inspection générale,
Mais le dossier qu'ils avaient monté ensemble fut classé sans suite pour vice de procédure. Il avait échoué. Tous deux étaient misérables. Ce fut le père de Camille qui la confronta finalement. « Ma chérie, tu perds l'éclat dans tes yeux. Ce commissaire était grincheux, mais il te rendait heureuse. Et vous faisiez du bon travail ensemble. Pourquoi avoir peur de recommencer ?» Camille admit enfin qu'elle avait peur de s'abandonner à nouveau et d'être trahie, mais que vivre sans Mathieu était pire. Elle découvrit que Mathieu recevait une distinction de la police nationale pour ses années de service exemplaire. Camille s'habilla avec soin, répéta 1000 fois ce qu'elle voulait dire et apparut au fond de la salle de cérémonie. Quand Mathieu la vit, l'air quitta ses poumons. Après la cérémonie, elle l'aborda. « J'ai eu tort », commença Camille, la voix ferme mais émue. « Vous m'avez fait chanter, c'était contraire à l'éthique et absurde. Mais vous m'avez aussi montré que se battre pour la vérité peut être aussi important que se battre pour le droit de défense. Et je suis tombée amoureuse de l'homme qui s'occupe de son filleul, qui a des migraines et qui reste le plus dévoué que je connaisse. Je suis tombée amoureuse de vous, Mathieu, et j'ai peur, mais je suis là. » Mathieu resta silencieux, les yeux embués. « Tu me rends fou, admit-il. Tu remets en question tout ce en quoi je crois. Tu me fais voir des nuances de gris là où je ne voyais que du noir et blanc. Et je t'aime exactement pour ça. Pardon de t'avoir fait chanter, d'avoir été inflexible, de n'avoir pas lutté pour nous quand j'aurais dû le faire. » Il prit son visage entre ses mains. « Donne-moi une autre chance. Je promets d'essayer d'être moins justicier. » Camille rit en pleurant. « Je promets d'être moins rebelle. » Ils s'embrassèrent là, devant tous, sous les applaudissements surpris des collègues de Mathieu. 18 mois plus tard, Camille et Mathieu étaient sur le balcon de l'appartement qu'ils avaient acheté ensemble dans le quartier de la Presqu'île. Elle avait ouvert son propre cabinet, se concentrant sur les révisions criminelles et les cas d'innocents, un pont entre la défense et la justice. Mathieu avait été promu, mais quittait désormais le bureau à 18 heures religieusement. À son doigt brillait une bague de fiançailles. « Tu te souviens quand j'ai laissé ce haut-parleur allumé ?» murmura Camille, blottie contre son torse. Mathieu embrassa ses cheveux. « La meilleure erreur que tu aies jamais faite, avocate. Correction, le meilleur chantage que vous ayez jamais appliqué, commissaire. » Ils rirent, et Camille réalisa que cet appel accidentel avait connecté leur vie pour toujours, de la façon la plus improbable et parfaite possible. Mais cette fin heureuse n'était que le début de leur véritable histoire. 3 ans plus tard, par une matinée ensoleillée de juin, Camille se réveilla avec une nausée familière. Son cœur s'emballa. Elle attendit que Mathieu parte au commissariat avant de faire le test. 2 lignes roses apparurent instantanément. Enceinte. Ses mains tremblèrent en tenant le test. Après tant d'années de contrôle absolu sur sa vie, voilà quelque chose qu'elle n'avait pas planifié. La peur et la joie se mêlèrent dans sa poitrine. Comment Mathieu réagirait-il ? Ils avaient parlé d'enfants, bien sûr, mais toujours comme un projet futur, lointain. Ce soir-là, elle prépara son plat préféré, un coq au vin qu'elle maîtrisait parfaitement. Quand Mathieu rentra, il la trouva inhabituellement silencieuse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en posant sa veste sur le dossier de la chaise, les sourcils froncés d'inquiétude. « Rien ne va mal, » répondit-elle en se mordant la lèvre. « C'est juste que j'ai quelque chose à te dire. » Il s'approcha immédiatement, les mains sur ses épaules. « Tu me fais peur, là. Qu'est-ce qui se passe ?» Camille prit une grande inspiration et sortit le test de la poche de son cardigan. « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Mathieu regarda le test, puis elle, puis le test à nouveau. Son visage passa par une dizaine d'émotions différentes en quelques secondes. Choc, confusion, puis finalement, un immense sourire illumina ses traits. « Tu es sérieuse ?» Sa voix était rauque d'émotion. « 3 mois, confirma-t-elle, les larmes commençant à couler. Je sais qu'on n'avait pas prévu et que Mathieu la fit taire en la soulevant dans ses bras et en la faisant tournoyer dans le salon. « On va avoir un bébé !» cria-t-il comme un enfant le matin de Noël. « On va être parents !» Les mois de grossesse furent une aventure. Mathieu devint surprotecteur au point d'en être étouffant, vérifiant constamment que Camille ne portait rien de lourd, ne travaillait pas trop, mangeait assez. « Tu vas me rendre folle !» se plaignait-elle en le repoussant gentiment quand il essayait de l'empêcher de monter un escalier.
Je m'occupe de toi, c'est tout, répondait-il têtu, en gardant une main protectrice dans son dos. Le ventre de Camille s'arrondissait semaine après semaine. Mathieu parlait au bébé chaque soir, racontant sa journée, promettant d'être le meilleur papa du monde. Camille fondait à chaque fois. L'accouchement fut long et difficile, 16 heures de travail épuisant. Mathieu resta à ses côtés tout du long, lui tenant la main, essuyant son front, murmurant des encouragements. Quand leur fille naquit enfin, un bébé parfait avec des cheveux châtains et de minuscules poings serrés, Camille et Mathieu pleurèrent ensemble. « Elle est parfaite », chuchota Mathieu, tenant sa fille pour la première fois avec une délicatesse infinie. « Elle te ressemble. Elle a tes yeux », répondit Camille, épuisée mais radieuse. Ils l'appelèrent Sophie, Sophie Laurent Dubois, un mélange parfait de leurs deux noms, de leurs deux mondes. Les premières années furent chaotiques. Les nuits sans sommeil, les pleurs inexpliqués, les doutes constants sur leur capacité de parents. Mais ils le firent ensemble, se relayant pour les biberons de nuit, se soutenant mutuellement dans les moments de fatigue extrême. Mathieu découvrit une patience qu'il ne se connaissait pas. Camille apprit à lâcher prise sur le contrôle. Sophie grandissait, un tourbillon d'énergie avec le caractère têtu de sa mère et le sens de la justice de son père. Quand Sophie eut 3 ans, Camille découvrit qu'elle était à nouveau enceinte. Cette fois, ce fut Mathieu qui fondit en larmes en apprenant la nouvelle. « On va être une vraie grande famille », murmura-t-il contre son ventre. Leur fils, Lucas, naquit 2 ans après Sophie. Un bébé calme avec les yeux couleur miel de son père et un sourire qui faisait fondre les cœurs. La famille était complète. 5 ans après leur réconciliation par un dimanche après-midi d'automne, Camille et Mathieu regardaient leurs enfants jouer dans le petit jardin derrière leur maison. Sophie, maintenant âgée de 5 ans, courait après son petit frère Lucas, 2 ans, qui gloussait de joie en la fuyant sur ses jambes potelées. « Tu crois qu'ils vont se détester comme nous au début ?» plaisanta Camille, la tête posée sur l'épaule de Mathieu. « J'espère que non, » répondit-il en riant. « Mais s'ils le font, j'espère qu'ils finiront par se rendre compte qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, comme nous. » Sophie s'arrêta de courir et leva les yeux vers ses parents. « Papa, maman, pourquoi vous souriez ?»« Parce qu'on est heureux, ma chérie, » répondit Camille. « On a tout ce qu'on a toujours voulu, même si on ne le savait pas avant. » Mathieu resserra son étreinte autour de sa femme. Cette femme qui l'avait rendu fou de rage et d'amour en même temps. Cette femme qui avait bousculé toutes ses certitudes. Cette femme qui était devenue sa raison de vivre. « Je t'aime », murmura-t-il contre ses cheveux. « Plus que tu ne le sauras jamais. »« Je le sais », répondit-elle en souriant. « Et je t'aime tout autant, même si tu es encore un commissaire trop rigide parfois. » Le soir tombait doucement sur Lyon. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer une à une. À l'intérieur de la maison, après avoir couché les enfants, Camille et Mathieu s'installèrent sur le canapé, enlacés dans un silence confortable. « Tu te rends compte du chemin qu'on a parcouru ?» demanda Camille. « D'un appel accidentel et d'un chantage à ça ?» Elle désigna les photos de famille accrochées au mur. « Le meilleur chantage de ma vie », confirma Mathieu en l'embrassant tendrement. « Et la meilleure erreur de la mienne », ajouta-t-elle en répondant à son baiser. Dans la chambre à côté, Sophie se réveilla brièvement et entendit le rire de ses parents. Elle sourit dans le noir, se sentant aimée et en sécurité, avant de se rendormir. Lucas, dans son lit de bébé, serrait contre lui la peluche que son père lui avait offerte. La famille était ensemble, heureuse, complète, et tout avait commencé par un simple coup de téléphone accidentel. Le destin a parfois d'étranges façons de réunir 2 âmes destinées l'une à l'autre. Camille et Mathieu en étaient la preuve vivante. 2 personnes apparemment incompatibles qui s'étaient affrontées, détestées, puis aimées avec une intensité qui avait tout balayé sur son passage. Les années passèrent comme un doux rêve éveillé. Sophie entra à l'école primaire, brillante et curieuse comme sa mère, têtue et juste comme son père. Lucas la suivait partout, adorant sa grande sœur avec une dévotion absolue. Le cabinet de Camille prospérait. Sa spécialisation dans les révisions criminelles lui avait valu une réputation nationale. Elle défendait ceux qui avaient été injustement condamnés, travaillant souvent avec Mathieu pour identifier les erreurs judiciaires.
Ensemble, ils formaient une équipe redoutable, chacun apportant son expertise, se complétant parfaitement. Mathieu avait été nommé commissaire divisionnaire, supervisant plusieurs commissariats de la région lyonnaise. Mais malgré les responsabilités accrues, il tenait sa promesse. Chaque soir à 18h30, il franchissait la porte de leur maison, enlevait sa veste et se transformait immédiatement en père et mari. Les week-ends étaient sacrés, dédiés à la famille. Pas de téléphone professionnel, pas de dossier, juste eux quatre. Un samedi matin de printemps, alors que Sophie avait 7 ans et Lucas 4, la famille se prépara pour un pique-nique au parc de la Tête d'Or. « Maman, je peux apporter mon cerf-volant » demanda Sophie en sautillant dans la cuisine, ses cheveux châtains tressés par Camille. « Bien sûr, ma chérie » répondit Camille en préparant les sandwichs. « Lucas, arrête de voler des morceaux de fromage !» Le petit garçon surprit la main dans le bol de gruyère râpé, éclata de rire et courut se réfugier derrière les jambes de son père. « Sauve-moi, papa !» Mathieu le souleva dans ses bras en riant. « Désolé, bonhomme, je ne peux pas te sauver de ta mère. Elle est bien trop forte pour moi. » Au parc, ils trouvèrent un endroit parfait près du lac. Sophie courut immédiatement faire voler son cerf-volant, Lucas tentant de la suivre sur ses petites jambes. Mathieu et Camille s'installèrent sur la couverture, observant leurs enfants avec ce mélange d'amour et d'émerveillement qui ne s'était jamais estompé. « Tu te souviens de notre premier pique-nique » demanda Mathieu en prenant la main de Camille. « C'était à Marseille. Tu avais acheté des sandwichs horribles dans une station-service. » Camille rit, le son cristallin se mêlant aux cris de joie des enfants. C'était tout ce qu'on avait trouvé. On travaillait 16 heures par jour. Et tu les as mangés quand même, nota-t-elle. Parce que c'était toi qui les avais choisis, répondit-il simplement. Un silence confortable s'installa entre eux. Sophie réussit enfin à faire décoller son cerf-volant, Lucas applaudissant avec enthousiasme. Mathieu se pencha et embrassa doucement Camille, un baiser tendre qui parlait d'années partagées, de batailles gagnées ensemble, de nuits sans sommeil avec des bébés malades, de rires et de larmes, de vies vécues pleinement. « Je n'aurais jamais imaginé, » murmura Camille contre ses lèvres, « que l'homme qui m'a fait chanter deviendrait l'amour de ma vie. » « Et je n'aurais jamais imaginé, » répondit Mathieu, « que la femme la plus têtue que j'ai jamais rencontrée deviendrait ma raison de me lever chaque matin. »« Papa, maman, venez jouer !» cria Sophie en agitant le bras. Mathieu et Camille se levèrent, main dans la main, et rejoignirent leurs enfants. Lucas trébucha et tomba sur l'herbe. Avant même qu'il ne se mette à pleurer, Camille était déjà là, le relevant, essuyant ses genoux, embrassant son front. « Tu es courageux, mon cœur. » Les guerriers se relèvent toujours. Lucas renifla, puis sourit bravement. « Je suis un guerrier comme papa. »« Exactement, » confirma Mathieu en ébouriffant les cheveux de son fils. « Les Laurent Dubois sont des guerriers. » La journée s'écoula dans une perfection simple. Ils firent voler le cerf-volant, lancèrent du pain au canard malgré les panneaux l'interdisant. Lucas éclaboussa tout le monde en essayant d'attraper un poisson dans le lac. Sophie raconta l'histoire qu'elle avait inventée à l'école. Le soleil commençait à décliner quand ils rentrèrent à la maison, fatigués mais heureux. Après le dîner, pendant que Mathieu donnait le bain aux enfants, Camille resta dans la cuisine à ranger. Elle entendit les rires venant de la salle de bain, les éclaboussures, la voix grave de Mathieu racontant une histoire de dragon et de princesse guerrière. Son cœur se gonfla d'un bonheur si pur qu'elle dut s'appuyer contre le comptoir. Comment avait-elle pu penser, toutes ces années auparavant, que tomber amoureuse de Mathieu Laurent serait une faiblesse? C'était la chose la plus forte qu'elle ait jamais faite. Plus tard, après avoir couché les enfants, Camille et Mathieu se retrouvèrent sur leur balcon, un verre de vin à la main, regardant les lumières de Lyon scintiller dans la nuit. C'était leur rituel du samedi soir, leur moment à eux. « Sophie m'a demandé aujourd'hui comment on s'était rencontrés, » dit Camille en souriant. « Qu'est-ce que tu lui as dit? Papa t'a fait du chantage et maman est tombée amoureuse de lui quand même ?» Mathieu rit. « Non, je lui ai dit que papa avait fait une grosse bêtise, mais que maman lui avait donné une seconde chance, et qu'on s'était rendu compte qu'on ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre. C'est une jolie version, » approuva Camille, « beaucoup plus romantique que la réalité. » La réalité était romantique à sa façon, contre Mathieu.
Deux personnes complètement opposées qui se détestaient et qui ont découvert qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Camille posa sa tête sur son épaule. « Tu sais ce qui me fait le plus peur ?» demanda-t-elle doucement. « Quoi ? Que je ne me souvienne plus de comment c'était avant toi, avant nous, comme si toute ma vie avant n'avait été qu'une préparation pour ce moment. » Mathieu déposa un baiser sur son front. C'est peut-être le cas. Peut-être que tout ce qu'on a vécu, les erreurs, les douleurs, les séparations, c'était pour nous amener exactement ici. Un cri vint de la chambre des enfants. Lucas avait fait un cauchemar. Ensemble, ils allèrent le réconforter. Mathieu le prit dans ses bras, le berçant doucement pendant que Camille caressait ses cheveux. « Il y a un monstre sous mon lit », sanglota le petit garçon. Mathieu s'agenouilla et regarda ostensiblement sous le lit. « Plus de monstres », annonça-t-il solennellement. « Papa les a tous fait partir. Ils ont trop peur de nous parce qu'on est une famille de guerriers. C'est vrai ?» demanda Lucas, les yeux encore humides. « Absolument », confirma Camille. « Et tu sais quoi ? Maman est avocate. Elle peut même mettre les monstres en prison s'ils reviennent. » Lucas rit à travers ses larmes. « Tu es la meilleure, maman. » Une fois Lucas rendormi, ils retournèrent dans leur propre chambre. Camille se déshabilla lentement, fatiguée de cette longue journée. Mathieu l'observait depuis le lit, ses yeux couleur miel qu'elle aimait tant suivant chacun de ses mouvements. « Quoi ?» demanda-t-elle en souriant. « Je te regarde », répondit-il simplement. « Après toutes ces années, je ne me lasse pas de te regarder. » Camille vint le rejoindre dans le lit, se blottissant contre lui. Son corps s'emboîtait parfaitement contre le sien, comme deux pièces d'un puzzle conçues pour s'assembler. « Mathieu » murmura-t-elle dans le noir. « Merci. Pourquoi ? Pour avoir insisté. Pour ne pas m'avoir laissé fuir. Pour m'avoir montré qu'aimer quelqu'un ne signifie pas perdre sa force, mais la doubler. » Mathieu la serra plus fort contre lui. « Merci à toi, » dit-il, la voix rauque d'émotion, « pour avoir été assez courageuse pour revenir, pour m'avoir donné une famille, pour me montrer chaque jour que les règles ne sont pas toujours aussi rigides que je le pensais. » Ils s'embrassèrent longuement, tendrement, un baiser qui parlait d'amour profond et durable. Puis ils restèrent enlacés, écoutant les bruits de la maison qui s'endormait, le ronronnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge dans le salon, la respiration régulière de leurs enfants dans les chambres voisines, les sons d'un foyer, d'une famille, d'une vie construite ensemble. Les années continuèrent de défiler. Sophie entra au collège, devenant une jeune fille intelligente et passionnée qui voulait devenir juge, pour être juste comme papa et défendre les innocents comme maman, disait-elle. Lucas développa une passion pour les sciences, transformant le garage en laboratoire improvisé au grand désespoir de Camille, qui ne pouvait plus y garer sa voiture. Mathieu prit sa retraite à 55 ans, après une carrière brillante. Camille continua à exercer, mais réduisit ses heures pour passer plus de temps en famille. Ils voyagèrent, découvrant le monde ensemble. Paris, Barcelone, Rome, Prague, des villes qu'ils exploraient main dans la main comme deux adolescents amoureux. Pour leur 15e anniversaire de mariage, Mathieu organisa une surprise. Il emmena Camille à Marseille, dans cette même pizzeria familiale où ils avaient partagé leur premier vrai moment ensemble. Le propriétaire, beaucoup plus âgé maintenant, les reconnut immédiatement. « Mathieu, Camille, vous êtes toujours ensemble ?»« Toujours », confirma Mathieu en serrant la main de sa femme. « Et pour toujours. » Ils mangèrent la même pizza qu'autrefois, burent le même vin. Puis Mathieu la conduisit au commissariat où ils avaient travaillé ensemble. L'immeuble avait été rénové, mais l'essence était la même. « C'est ici que je suis tombé amoureux de toi », avoua Mathieu en regardant le bâtiment. Dans ce bureau minuscule, quand tu analysais des transactions financières avec cette concentration absolue, quand tu relevais la tête et que tes yeux brillaient en découvrant une fraude, j'étais foutu. Camille rit, les larmes aux yeux. Et moi, c'est quand tu m'as prise dans tes bras après l'appel de mon père, quand tu as montré que derrière le commissaire rigide se cachait un homme capable d'une tendresse infinie. Ce soir-là, dans leur chambre d'hôtel face à la Méditerranée, ils firent l'amour avec la même passion qu'autrefois, mêlée à la tendresse des années partagées. Après, allongés dans les bras l'un de l'autre,
Ils parlèrent de tout et de rien, comme ils l'avaient toujours fait. « Si tu pouvais revenir en arrière, demanda Camille, et changer cette journée où tu m'as fait chanter, tu le ferais ?» Mathieu réfléchit longuement. « Non, répondit-il finalement. Parce que aussi tordu que c'était, ça nous a mis sur le bon chemin. Mais je regrette de t'avoir fait du mal. Je regrette la façon dont je m'y suis pris. Moi aussi j'ai des regrets, admit Camille. Je regrette d'avoir été si têtu, d'avoir refusé de voir ce qui était évident, qu'on était fait l'un pour l'autre. 20 ans après leur rencontre tumultueuse, Camille et Mathieu organisèrent une grande fête pour célébrer leur histoire. Sophie, maintenant jeune avocate stagiaire dans le cabinet de sa mère, prononça un discours émouvant. « Mes parents m'ont appris que l'amour n'est pas toujours une ligne droite », dit-elle face à la centaine d'invités réunis. « Parfois c'est chaotique, compliqué, même douloureux. Mais quand c'est le vrai amour, ça vaut chaque bataille, chaque larme, chaque moment de doute. » Lucas, étudiante en médecine, ajouta « Et ils m'ont appris que les personnes les plus fortes sont celles qui admettent leurs erreurs et qui choisissent l'amour même quand c'est difficile. » Cette nuit-là, après que tous les invités furent partis, après avoir rangé et nettoyé, Camille et Mathieu se retrouvèrent à nouveau sur leur balcon. Leur rituel immuable. 20 ans, murmura Camille. Ça paraît à la fois long et court. Beaucoup plus court que ce que j'espère, répondit Mathieu. J'en veux au moins 40 de plus. Marché conclu, dit-elle en souriant. Ils restèrent là dans les bras l'un de l'autre, regardant leur ville, leur vie, leur amour. Tout avait commencé par un haut-parleur accidentellement activé, par un chantage moralement discutable, par deux personnes qui croyaient se détester, et ça s'était transformé en la plus belle histoire d'amour qu'ils auraient pu imaginer. Camille pensa à cette jeune avocate de 28 ans qu'elle était, terrifiée à l'idée de perdre le contrôle, convaincue que l'amour était une faiblesse. Si seulement elle avait su que tomber amoureuse de Mathieu Laurent serait la décision la plus forte de sa vie. Mathieu pensa à ce commissaire de 36 ans qu'il était, rigide dans ses principes, persuadé que tout était noir ou blanc. Si seulement il avait su que Camille Dubois lui apprendrait que les plus belles choses de la vie existent dans les nuances de gris. « Je t'aime », dirent-ils en même temps, puis éclatèrent de rire. Toujours à l'unisson, même après toutes ces années. Et c'est ainsi que se termine notre histoire. L'histoire de deux âmes qui se sont affrontées, déchirées, puis reconstituées ensemble pour créer quelque chose de plus fort que ce qu'elles auraient pu être séparément. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec ceux qui croient encore aux belles histoires d'amour. Quel a été le moment qui vous a le plus touché? Dites-le nous en commentaire. Merci de votre temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.